Et donc pour commencer dans le vif du sujet, et je m'adresse surtout à Marin, qu'est-ce que c'est l'IA, ou plus précisément, de quelle IA parlez-vous ? Oui, alors pour nous, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose en réalité. D'une part, parce qu'il y a plusieurs approches de l'intelligence artificielle. Il y a les intelligences artificielles renforcées, supervisées, non supervisées, et puis les fameuses LLM dont on parle tant actuellement. Et donc, en fait, il y a plusieurs approches de l'intelligence artificielle, et le meilleur exemple, c'est la science-fiction, qui nous représente plusieurs incarnations d'intelligence artificielle qui auraient atteint la singularité. Donc la singularité, c'est quoi ? C'est qu'ils seraient devenus autonomes et l'équivalent en termes d'intelligence que les êtres humains. Et donc on a le fameux Skynet de Terminator, les réplicants de Blade Runner, HAL de 2001 d'Odyssée de l'espace. Et donc ça montre bien qu'il y a plusieurs approches de l'intelligence artificielle, même quand c'est fixé sur une illustration, c'est-à-dire montrer que ça pourrait accéder au même niveau d'intelligence que les êtres humains, voire même les dépasser. Nous, notre approche, elle est très inspirée, et j'espère qu'elle me pardonnera, parce qu'elle a donné cette définition lors d'une audition à l'Assemblée nationale par celle d'Asma Mala, qui est en fait l'idée que les intelligences artificielles seraient avant tout des produits algorithmiques générés par des infrastructures socles et desquels découleraient de nouveaux pouvoirs. Alors ces nouveaux pouvoirs, ils s'exercent où ? Dans le domaine militaire, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la santé. Et donc, voilà, ça nous a permis aussi de nous affranchir et d'explorer d'autres pistes, comme le concept de gouvernementalité algorithmique, un concept qui a été créé en 2012 par Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, et qui est lui-même très inspiré du concept de biopolitique qui avait été développé par Michel Foucault. Donc ça nous a permis un peu de nous affranchir d'un carcan qui serait trop technique. Et je tiens à préciser aussi que, à mon avis, le terme d'intelligence artificielle est trompeur parce qu'il neutralise préventivement toute analyse critique. Je prends l'exemple de ChatGPT. Il faudrait peut-être arrêter de dire que c'est une intelligence artificielle, mais plutôt parler d'automates computationnels, par exemple, ou des choses comme ça. Ce qui serait, à mon avis, plus intéressant pour nous dans notre approche critique, et aussi plus intéressant pour les entreprises aussi qui promeuvent ces outils, parce qu'on pourrait avoir d'autres questions sur un rapport objet magique qui pourrait avoir, à mon avis, qui pourrait être lié à l'intelligence artificielle dans le futur, et je pense que ça soulèvera d'autres problèmes dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard. Je me suis permise de commencer par cette question, puisque au wagon, donc, comme vous a expliqué Noélie, on forme beaucoup de gens et on a vu une évolution des personas où aujourd'hui on est beaucoup sur des profils de reconversion. Et donc le chapitre qui vous précède parle de l'implication de l'IA sur le point de vue économique et de l'emploi. Mais ce n'est pas les mêmes auteurs, et donc j'aimerais bien vous demander, et entre autres à vous Roxana, quel est votre point de vue sur justement l'impact de l'IA et plus généralement même du numérique sur l'emploi aujourd'hui ? Parce qu'on est soit sur un catastrophisme où ça y est, tout est terminé, soit c'est le nouvel Eldorado. Quel est Moi, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. Honnêtement, on ne sait pas. Je viens d'un débat de Vivatech sur ce sujet, sur le travail, sur les compétences. Beaucoup de directeurs des ressources humaines au niveau international et en France sont très concernés. Ils se posent la même question et ils essayent de trouver les meilleures solutions. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de se retrouver et échanger sur les bonnes pratiques à mettre en place, notamment sur les programmes de formation. Avec Impact AI, on parle beaucoup des chartes éthiques pour les formations. Avec les écoles qui sont dans le collectif aussi, on y travaille sur l'opérationnalisation de ces principes éthiques dans ce qui est la pédagogie, la formation, et après pour la préparation pour chaque candidat après la formation. Donc il y a beaucoup de choses à faire. L'impact sur le travail est étudié dans beaucoup de rapports. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine au niveau mondial qui sont publiés. On fait une veille de tout ça. On propose de débattre et de trouver ensemble les réponses pendant qu'on attend aussi de mesurer les impacts, parce que je pense que c'est un peu tôt pour dire quel est l'impact de l'IA sur le travail. Quelle est votre lecture, peut-être, Nicolas ? Alors, 40%. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes les études, en général, il y a toujours 40% qui sort. On ne sait pas de combien, est-ce que c'est 40% qui vont être touchés, 60% qui vont être touchés. Aujourd'hui, ça reste très prospectif.
En revanche, ce que je trouve intéressant avec l'intelligence artificielle générative, et ça rejoint un peu l'introduction sur le wagon en disant c'est pratiqué. Donc on peut regarder ça de loin, ou j'ai peur, ou non, de toute façon, ça, je ne veux pas regarder. J'ai échangé avec une amie juriste, cortiquée, etc., et qui aime bien l'innovation. Enfin, il y a un recul. Et j'ai vraiment le sentiment que, et ça rejoint un peu ce que disait Marin sur la partie esprit critique, mettez les mains dans le cambouis. On a la chance d'avoir des dispositifs gratuits. Et c'est là aussi, c'est l'intelligence collective. C'est pas tout seul. On peut en parler à un copain, on peut en parler à ses parents, à ses enfants. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que c'est un peu comme l'environnement. Il y a une partie de la sensibilisation des adultes qui vient des enfants. Peut-être Marin, un mot là-dessus ou tout a été dit? Oui, enfin, pour rebondir sur ce que Nicolas a dit, alors lui à 40%, le dernier rapport du FMI dirait que en fait, l'intelligence artificielle va impacter, alors on ne sait pas trop bien si c'est plus ou moins positivement, mais au moins 60% des métiers dans ce qu'on dit les économies avancées. Alors c'est quoi les métiers, dans les métiers qui vont être impactés, c'est les cadres. Et donc 60%, c'est des pudeurs de gazelle, comme dirait l'autre, pour dire qu'en fait on se destine vers un chômage de masse. Et donc face à ça, il y a deux approches. Soit il y a une révolution systémique qui est engagée dans le secteur de la formation au minimum. Et là, je rebondis sur ce que Nicolas a dit, c'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis, comprendre ce que c'est des intelligences artificielles, apprendre à les diriger. Ou alors, on a la deuxième approche, c'est-à-dire qu'on fait, c'est un système de destruction créatrice, et puis on prend le risque de laisser beaucoup de gens sur le carreau qui vont pratiquement tout perdre dans un espace de temps extrêmement réduit. Et je pense que l'histoire est suffisamment riche d'exemples pour montrer ce que ça pourrait donner. Je tiens juste à préciser quelque chose. À mon avis, cette question, elle est fondamentale. C'est la question du travail. Et ce qui est très étonnant actuellement, c'est qu'on parle plus du travail que des travailleurs. Alors ça va être un vocabulaire un peu marxiste, c'est le seul moment de la soirée où ça sera invoqué, mais en fait l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Et là je m'inscris dans les pas d'un philosophe qui est décédé malheureusement il y a quelques années, qui s'appelait Bernard Stiegler, et que je sais cher à Thierry, et qui avait réactivé le concept de prolétarisation. Et qu'est-ce qu'il disait avec la prolétarisation? Il disait que c'était un concept qui reposait sur deux choses. D'une part, c'est la privatisation des moyens de production. Et ça, on voit bien dans l'intelligence artificielle, c'est le cas avec la chaîne de production d'intelligence artificielle qui peut être captée par des acteurs privés. Et d'autre part, la perte du savoir-faire technique et intellectuel qui peut effectivement s'effectuer lorsqu'on a un rapport passif à l'intelligence artificielle. Et en complément, il y a ce refus technologique, et je vous invite à lire le chapitre qui a été écrit par notamment Philippe Aghion, qui a co-présidé le rapport sur l'IA pour la mission du gouvernement. Et il citait l'exemple des Chinois, qui à un moment donné ont refusé l'ouverture au monde, puis de l'Espagne. Et à chaque fois, il y avait un niveau globalement équivalent d'un point de vue économique et d'avancement technologique avec le reste du monde, et qui s'est effondré en quelques années. Donc vous nous avez mis sur la piste justement de la formation, et donc je reviens vers toi, Roxana. Je sais qu'au sein d'Impact AI, le rôle de la pédagogie, de l'enseignement, bon, je ne vais pas redire qu'ici ça nous est cher, c'est notre mission principale, mais je sais que c'est quelque chose aussi qui vous habite, qui est important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout d'abord parce qu'on a commencé à travailler sur l'IA responsable en 2017, quand on ne parlait pas d'IA autant, on parlait d'autant moins d'IA responsable. Et pour la définir, ça a été tout un travail de sensibilisation, de partage, d'échange de connaissances au sein de collectifs, mais aussi des ateliers qu'on a montés ensemble avec certaines personnes dans la salle, des ateliers de sensibilisation partout en France, dans les régions, pour rencontrer les citoyens, pour voir quelles sont leurs peurs, quels sont leurs imaginaires de l'IA. On a aussi un baromètre qui sort depuis 5 ans aujourd'hui, donc on mesure l'évolution
de la perception des Français de l'IA. Et on voit bien que plus il y a d'adoption, on va dire, enfin, depuis ChatGPT et les IA génératifs, il y a eu une courbe exponentielle d'adoption et donc d'usage. Il n'y a pas forcément la même augmentation de confiance, plutôt une méfiance. Donc, à quoi c'est dû, tout ça, ça nécessite aussi de expliquer, permettre de comprendre et sensibiliser surtout tout le monde. Nous, avec Impact AI, on a pour conviction qu'il faut surtout éviter les fractures entre ceux qui savent utiliser l'outil et ceux qui ne savent pas. Et c'est le cas aujourd'hui dans les entreprises. Il y a beaucoup d'employés qui parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils ne se sentent pas, ils arrivent à un moment où ils n'avancent pas au même rythme. Et ça arrive aussi dans les écoles. Aujourd'hui, j'ai vu une étude par Talent, il y avait 99% des jeunes entre 8 et 18 qui utilisent les IA génératives. C'est incroyable le pourcentage. Donc, il y a un écart entre générations. Il y a beaucoup de choses à suivre, je pense. Et c'est important que la formation soit aussi accompagnée d'un suivi continu. Donc, il y a besoin de développer la pensée critique et l'adaptabilité. Parce qu'aujourd'hui, on ne se forme plus pour les années à venir. On se forme pour aujourd'hui, pour l'outil qu'on a en face, et il est possible que dans quelques jours, dans quelques semaines, on a besoin de se réformer parce qu'il y a de nouveaux outils. Il y a la formation continue, et en plus vous mettez le doigt sur le fait que les avancées de l'IA ne touchent pas tout le monde de la même façon, hein, globalement. Et ce qui change, excuse-moi, c'est que maintenant ce sont les cols blancs et plus les cols bleus qui sont touchés, quoi. Totalement. Et ma batterie est partie, donc je vais... C'est du collectif. C'est du collectif. Si d'ailleurs je peux avoir des piles pour l'autre. Donc pardon. Oui, donc ça ne touche pas de la même façon, et ce qui peut aussi nous permettre de commencer à comprendre l'aspect... merci. L'aspect politique peut-être qu'il y a derrière ça, parce que vous ouvrez le chapitre sur la question de protéger les citoyens face à ça. Vous parlez de quoi en fait? Là je regarde plutôt Nicolas et Marin. De quoi vous parlez quand vous parlez de cette protection des citoyens? Alors oui, juste pour rebondir sur ce que Nicolas vient de dire sur les cols blancs, moi ce que j'entendais beaucoup, parce que je suis vraiment issu de cette vague où en 2012 on a eu ce moment avec les concepts de plateformisation de l'économie, où on avait beaucoup de gens qui expliquaient qu'il y avait des métiers qui allaient être impactés par le numérique, et grosso modo le discours qu'on entendait généralement c'était celui des porteurs d'eau, c'est-à-dire que bon, il y a une évolution, etc., etc. Et puis il y a des gens qui doivent s'adapter. C'était un discours qui était très facile à tenir, puisque c'était le discours des gens diplômés qu'ils tenaient à l'égard des gens qu'ils estimaient être moins diplômés et moins compétents. Et là, l'intelligence artificielle vient bousculer nos certitudes en montrant que, ben, effectivement, ça pourrait aussi toucher l'intelligence humaine, la créativité, etc., ce genre de notions. Et donc là, les cols blancs sont pleinement touchés, et les cols blancs peuvent potentiellement devenir des cols bleus. Donc c'est vrai que quand on parle de république, et notamment l'idéal d'égalité, de fraternité, il ne faut pas oublier que ces révolutions technologiques, elles impactent toujours les gens. Elles peuvent transformer de manière radicale la vie de personnes. Et je pense que c'est vraiment des notions qu'il faut vraiment rappeler. Sur le concept... Ouais, juste Nicolas. Okay. Sur le concept de protection, c'est ça Vous ouvrez le chapitre sur ça, sur l'importance aujourd'hui que l'État, ce qui peut être marrant parce que le numérique jusque-là appartient quand même beaucoup à la sphère du privé. Et donc vous ouvrez le chapitre là-dessus sur l'importance d'avoir un État présent pour protéger ses citoyens. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a à protéger? Oui, alors la protection, en fait, elle est au niveau national et européen. Effectivement, il y a vraiment une importance de protection. Il ne faut pas laisser en fait, l'homme seul face à la machine. Alors, juste pour savoir de quelle protection on parle, encore faut-il savoir l'état de la menace. Alors effectivement, on l'a rappelé, nous on n'est pas techno-BA ou même technocritique, on est plutôt techno-réaliste, voire même on essaie d'avoir une approche plutôt objective, même si le technocriticisme est une notion extrêmement importante et ils ont des contributions absolument fondamentales dans la pensée philosophique et dans l'apport des technologies. Mais je pense qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus
objectif, en fait, on va dire. Donc sur cette protection, oui. Donc sur l'état de la menace, c'est pour ça qu'en fait, on ne sait pas vraiment, on l'a dit, sur le travail, est-ce que c'est 60%, 40%, est-ce que au fond, c'est pas une bulle qui va éclater. Enfin, toutes ces choses-là, on n'arrive pas à le savoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on défend l'idée dans ce texte d'un GIEC du numérique qui réunirait l'ensemble du travail de recherche mondiale pour vraiment savoir savoir l'étendue faire de la prospective. Voilà. Chercher mes mots. Et donc sur la protection, cette protection en fait, elle existe déjà et il faudrait en fait même la renforcer. On a la chance d'être dans un espace européen qui en réalité s'est attaqué assez tôt à ces questions. Je pense au règlement général sur la protection des données personnelles qui au fond est un standard assez élevé de protection des données personnelles. Et donc, en fait, on appelle à renforcer ça, etc. Et voilà. Et donc, Nicolas, je te laisse intervenir. En complément, je crois qu'il y a une notion de nuance. Alors, vous avez Sam Altman qui vient de tweeter Her pour citer sa simulation de flirt avec Scarlett Johansson. Il aurait peut-être mieux fait de faire un tweet sur les dangers de l'anthropomorphisme. Ce qu'on disait au début, c'est que j'ai l'impression que la machine, c'est un humain. Et vous avez un article dans The Atlantic ces jours-ci qui dit le problème, c'est pas forcément la technologie, c'est pas que les jeunes sont en permanence sur TikTok. C'est pas ça qui va causer les problèmes de santé mentale des jeunes. C'est le fait que dans leur environnement, leurs parents, l'école ou les copains, ils sont pas là. Et donc peut-être qu'ils vont se réfugier dans TikTok, mais c'est d'abord l'enjeu, l'environnement, le contexte, qui est important aussi en IA générative, humain qui va jouer avant la techno. Et donc l'idée pour moi, cette protection, c'est pas de dire j'interdis, je joue le parent normatif en tant qu'État. C'est comment je vais, et c'est facile à dire, parce qu'on voit bien les enjeux de faire évoluer les gens, accompagner les enfants, et les parents bien sûr, et nous, sur cette prise en compte nuancée et critique de la technologie, mais sans oublier que ce n'est pas la techno seule qui change, c'est vraiment l'environnement qui fait la différence. Marin, tu as commencé à mettre le doigt dessus. Justement, votre approche, elle n'est pas que nationale, elle est aussi européenne. Est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer, enfin Nicolas aussi d'ailleurs, mais l'intérêt d'avoir cette ambition européenne et pas que nationale ? Alors, la question, l'ambition européenne, en fait, c'est fondamental. On sait très bien que les enjeux technologiques, dans l'état actuel, ne peuvent pas être régulés que sur le plan national et que l'espace européen, à mon avis, est le bon espace. Je pense par exemple aux intelligences artificielles aujourd'hui qui sont... Alors, c'est pas la seule façon d'entraîner ces intelligences artificielles, mais qui fonctionnent grâce à nos données personnelles. Et donc, effectivement, l'Union européenne, c'est le bon espace, puisque, en fait, on voit bien, si nous, on a des frontières géographiques, le numérique a tendance à les effacer, du moins partiellement. Elle ne les efface pas totalement et peut-être qu'on développera cette notion plus tard. Et donc, effectivement, par exemple, sur la question des données personnelles, et c'est l'Union européenne, c'est le seul niveau qui permet d'avoir des standards élevés, etc. Puisqu'on le voit bien, les gens travaillent entre pays, etc. Donc, c'est vraiment très, très important le niveau européen. Il n'empêche que ce n'est pas parce qu'on a des ambitions européennes qu'il ne faut rien faire sur le plan national. Le plan national pourrait très bien s'emparer de ces questions-là. Il le fait déjà. On a des annonces hier qui sont extrêmement ambitieuses. Et donc, notamment sur le développement technologique, mais ça j'y reviendrai peut-être. Hier, effectivement, il y avait un exemple, c'était l'association de Mistral AI, donc une entreprise avec des Français, Giscard, également des Français, et Artefact. Donc, c'est 3 entreprises françaises. Donc, c'est bien de le développer. Auparavant, vous aviez la réglementation européenne qui était sous forme de directive. Donc, en fait, les directives étaient personnalisées ensuite, adaptées au contexte local. Sauf qu'il n'y avait rien sur le numérique. La première qui est arrivée, c'est la protection des données personnelles, le RGPD. Et là, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Il y avait le vide et la nature ayant horreur du vide. C'est l'Europe qui a pris le sujet. Et quand vous regardez maintenant toutes les réglementations numériques, DORA, DSA, DMA, Financial Data Access sur la finance, ce ne sont plus des règlements, des directives, ce sont des actes, ce sont des règlements. Et en gros, je ne veux plus voir qu'une seule tête en Europe, ce qui peut avoir des bénéfices, mais ça ne tient pas forcément compte des exemples. Typiquement, vous avez l'accès aux données financières qui, avec ce fantasme de dire je ne veux voir plus qu'un seul système de protection en Europe, alors qu'en France, on a un système différent des États-Unis, des Italiens, de la... Et donc, vous avez le risque
qu'à tout vouloir normer, standardiser, on écrase les spécificités locales. Donc c'est vraiment toujours une nuance entre le local, et je ne dis pas le local au sens, on voit bien, c'était ce que M. Blanquer a abordé au début, la Corse, des régions espagnoles qui disent moi je veux exister en tant que tel. Sauf qu'à force que si chacun le fait à son niveau, ça devient façon poudre, mais complètement dilué, et on perd la force de l'Europe. Donc c'est vraiment trouver le bon niveau entre la force européenne et les spécificités nationales. Alors que si on est en dessous, on ne s'en sort plus. Et je rajouterais, en plus de la spécificité nationale, locale, nous on a travaillé tout au long de l'AI Act à cette régulation pour nous assurer surtout que ça ne bride pas l'innovation. Et aujourd'hui, je pense que quand on parle d'IA, on ne peut pas réfléchir à taille nationale. Nous, on est un think tank qui réunit 80 entreprises françaises, mais aussi qui sont développées à l'international. Il y a des acteurs qui sont sur d'autres continents. Et la mise à l'échelle de différentes pratiques, bonnes pratiques, ça implique aussi un dialogue avec les autres. Et on fait partie des alliances open source, comme AI Alliance, qui est au niveau mondial, justement pour échanger sur les bonnes pratiques. Et parce qu'on pense que la régulation, elle doit être aussi alignée à des standards internationaux pour permettre aux entreprises de continuer à innover et grandir, donc, que ce soit des entreprises françaises ou européennes. Oui, parce que parler d'Europe, finalement, c'est parler de nos alliés numériques plus globalement. Et il y a un gros projet qui se construit en ce moment, dont un qui partirait de Marseille, le Tout Africa. Donc pour les gens dans la salle, ça serait le plus gros réseau mondial de câbles sous-marins, justement, qui relierait un peu plus de 23 pays africains et qui partirait de Marseille. C'est un projet mené par Meta. Donc aussi avec peut-être les questions que ça peut se poser sur du privé. Aussi, c'est une conversion du regard. C'est là où on va avoir un investissement sur l'Europe. Là, on se tourne, on regarde vers les pays africains. Est-ce que je pourrais juste avoir un peu votre regard sur ce projet, votre analyse, sachant que oui, il y a d'autres acteurs autres que français qui sont engagés là-dedans. Peut-être Marin, je sais qu'on en a un petit peu discuté. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai été... Sur le projet africain. Sur le projet africain. En fait, c'est assez intéressant puisque, en fait, à mon avis, l'Afrique est un angle mort de notre approche stratégique actuellement sur les questions du numérique. Je ne sais pas si c'est le cas en Europe, mais au moins en France. Effectivement, l'Afrique va devenir un des enjeux, l'axe de gravité, un des grands axes de gravité des enjeux géopolitiques du numérique. Il l'est déjà, mais ça va encore s'accentuer dans les prochaines années. Pour deux raisons. D'une part, c'est sur les métaux rares qui sont nécessaires pour faire fonctionner nos ordinateurs, nos smartphones, nos data centers, etc. Et je pense notamment à l'Afrique du Sud, qui est un réservoir extrêmement important. Et d'autre part, sur la question des données personnelles. C'est quand même aujourd'hui 1,4 plus d'1 milliard de personnes. En 2050, je crois qu'on sera à plus de 2 milliards. Donc c'est aussi extrêmement intéressant justement de capter ces données personnelles pour là aussi encore entraîner nos intelligences artificielles. Il y a aussi quelque chose aussi qu'il faudrait aborder, c'est que peut-être que les Africains ont des choses à nous apprendre. Je sais que l'Afrique, c'est donc plus de 2000 langues, je crois que c'est une 50aine de pays, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être une autre façon de voir le numérique, c'est peut-être une autre façon de travailler, etc. Donc je pense qu'il y aurait des interconnexions, à mon avis, intéressantes, plus qu'une approche purement cynique, réelle politique oblige, mais aussi ce côté un peu fort sur un moyen de tendre la main à l'Afrique aussi de manière différente. Et puis on voit bien un enjeu de géopolitique, mais au sens où les Français sont chassés, les Européens, les Chinois arrivent, les Russes arrivent. Et je vais prendre un exemple sur la Nouvelle-Calédonie, où certains disent j'ai envie d'être indépendant. J'étais en Corse et il y avait quelqu'un de Corse qui disait moi je veux de l'autonomie, mais j'ai besoin des sous pour les transports pour être autonome. Donc c'est toujours le cobalt ou le nickel, je ne sais plus, excusez-moi, en Nouvelle-Calédonie. On a l'impression que c'était une ressource française, mais qui est déjà partie
parce qu'on a laissé des acteurs non français s'emparer du sujet. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu de souveraineté ou de place de l'Europe, et on parlait justement des valeurs démocratiques et comment notre système, sans tomber dans la France-Afrique, bien sûr c'est toujours une difficulté, arrive à apporter des valeurs de la liberté. Et je vais prendre un autre angle, c'est méta. Et on parle beaucoup de projets de cloud souverain, ça ne marche pas. Donc c'est à quel moment, à quel endroit, sur quoi on se positionne. Et que ce soit Sam Altman, que ce soit Meta, ça veut dire qu'il y a une personne qui est capable d'influer la vie de milliards de personnes. Et aujourd'hui, quand on les voit, principalement, il y en a peut-être quelques-uns qui sont français, mais ils sont américains ou ils sont chinois. Et donc il y a aussi qu'est-ce qu'on fait ensemble en Europe et en France, non pas pour essayer de tout faire, tout refaire, parce que ça ne marchera pas, mais à trouver des endroits où on peut encore trouver notre différenciation et porter nos messages, nos valeurs, non seulement en Europe, mais ailleurs, et les défendre. Est-ce que Roxana, il y a un mot dessus ou... Ça m'a fait penser ce que tu disais au fait que ces 2 derniers jours, j'ai interrogé des décideurs, des politiques à Vivatech sur quel est le plus grand malheur qui pourrait arriver à l'IA. Et je pense que 90% ont répondu sur l'idée de contrôle et ce qui est, je pense, le plus grand malheur qu'on pourrait imaginer, c'est vraiment que l'IA soit contrôlée par très peu de gens. Comme tu dis, une ou 2 personnalités qui influencent tous les modèles. Et oui, c'est important du coup de faire de la prospective et anticiper tout ça avec nos formations aussi. Et c'est parfait, tu me tends la perche parfaite. Tu commences à parler de la Chine, la Russie, les acteurs privés, c'est encore un autre débat. On pourrait, je pense, avoir un talk juste pour ça. Mais on voit que, face à la Russie en particulier, nos états de droit fondés sur certaines valeurs qui sont notre identité nous rendent malheureusement plus vulnérables aux attaques, si on peut dire ça comme ça, de ces pays plus fascistes, si on peut dire ça. La question, c'est que donc on ne se bat pas à armes égales. Et donc à partir de là, quelle serait la posture pour vous la plus intelligente à avoir ? Je sais que c'est large. Quand j'en avais parlé avec Marin, il fait ouah. Il y a un ancien général qui a sorti un livre qui s'appelle Entre deux guerres. Et moi, j'ai la chance d'être né après la guerre d'Algérie. Donc, il y a eu des théâtres d'opérations extérieures, il y a eu des guerres. J'aurais pu partir en Irak. Mais on a cette chance-là et on s'est collectivement endormi. Et là, la guerre revient. Ah merde, pardon, excusez-moi. On découvre qu'il y a la guerre, c'est pas uniquement à la télé, et puis ça peut être potentiellement à côté de chez nous. Et donc, comment on se réveille ? De mon point de vue, quand vous regardez les doctrines officielles, par exemple chinoises, qui dit on va utiliser toutes les formes de guerre, économiques, technologiques, voire physiques, voire manipulation. Et donc, effectivement, il y a nos valeurs. Après, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas avoir des opérations secrètes, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais même si les solutions viennent de l'extérieur, comment, pour reprendre ce que vous disiez, individuellement et collectivement, on développe notre esprit critique et on prend du recul par rapport à la technologie. Ok, j'utilise ChatGPT, Po, n'importe, que ce soit gratuit ou payant. Comment je prends du recul et comment... je vais prendre un exemple. À titre personnel, à un moment donné, je m'en servais et puis j'ai répondu. Et je n'ai même pas vérifié ce que m'avait proposé l'intelligence artificielle générative. Shame on me. Alors que j'essaie de... Donc, mais comment, ensemble, on se sert de ça, non pas comme du pain béni où je prends ça comme argent comptant, mais comme un outil de co-intelligence, pour prendre le livre d'Ethan Mollick. Et pour tout vous dire, la première fois qu'on s'est revu avec Thierry Marin, je crois que c'est Thierry qui avait envoyé un projet et je me suis honteusement servi de l'IA générative pour critiquer, challenger. Les dévoiler. Oui, sauf qu'avant de l'envoyer, j'ai quand même regardé ce qu'il y avait derrière. Voilà.
Ouais, donc pour rebondir sur ta question, qui est effectivement une vaste question, pour contextualiser, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait, les États-Unis et la Chine sont dans une certaine forme de guerre froide. Ils ont abordé les mêmes tactiques, ils veulent obtenir le leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc ils ont à peu près les mêmes stratégies, une stratégie de protectionnisme assez agressif, de l'extraterritorialité aussi qui est très développée. Je pense que la Russie, c'est à part. On a tendance à se focaliser sur l'axe chino-russe en disant, parce qu'ils ont une approche très techno-autoritaire, mais à mon avis, la Russie n'est pas sur le même axe que la Chine pour des raisons évidentes. Elle n'a pas la même puissance économique, elle a d'autres atouts. Et à mon avis, l'approche russe est très intéressante puisqu'elle est très orientée sur un concept du cyberespace. Alors le cyberespace, c'est quoi? C'est une notion qui est née dans les années 90, qui a évolué et qui est un peu désuète, mais qui est quand même très importante. Et en fait, en Occident, elle était abordée de la manière suivante, c'est qu'en fait, le cyberespace, c'est une couche technique. Il y a du hardware, il y a du software, et puis il y a du cognitif. Les Russes, ils ont choisi une approche différente dès 2013, où ils ont dit en fait, fondamentalement, c'est quoi le cyberespace? Au fond, ça n'est que du cognitif, et c'est là-dessus qu'on va cibler, avec les méthodes de propagande, de fake news, etc. Et donc, en fait, ils ont, en 2016, développé deux choses. D'une part, la fermeture de leur espace informationnel, avec l'appui de leur administration, ce qui produit des effets nuancés, puisqu'en fait le système d'infrastructure numérique russe est en grande partie hérité de l'ère soviétique, donc ils n'ont pas tous les câbles, etc. Donc ils n'arrivent pas forcément très bien à réguler ça. Et puis une autre approche qui est en fait une sorte de soft power inspirée des États-Unis, mais qui est plus complexe, qui est en fait on va s'adresser directement aux populations pour qu'ensuite elles influencent ensuite leur politique, et ça nous permettra d'avoir des approches toute particulière sur comment influencer la politique nationale, et on le voit aujourd'hui avec la propagation des fake news, et les intelligences artificielles vont permettre de doper ça de manière exponentielle. Il y a quelque chose aussi, à mon avis, et je pense que je rebondis sur les annonces toutes récentes du président de la République, c'est qu'en fait la France et l'Europe peuvent tirer leur épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait la fermeture de ces espaces numériques et de ces tensions, en fait, ça va entraîner un problème de passage, notamment il y a des ingénieurs de très grands talents en Chine qui n'ont pas forcément envie d'être enfermés. Il y a l'Inde aussi, dans une certaine forme de repli. Et donc ces ingénieurs-là veulent quitter leur pays pour aller travailler et bénéficier de ce qu'on a à apporter. Et à mon avis, il y a deux tensions. Il y a d'une part le Royaume-Uni et la France, et je pense que la France actuellement vient de choisir, alors là aussi, je fais écho à un thread sur Twitter de Tariq Rim, mais en fait, vous créez une sorte de concept de Silicon Valley 2.0, où en fait, on ferait de la R&D de très haut niveau. Donc voilà, ça pourrait être une des pistes de réponse sur que faire face à la Chine et à la Russie. Justement, la question de se battre à armes égales, c'est là où quand même ça m'intéresse beaucoup votre point de vue. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire exister et à promouvoir une IA éthique justement face à ça? Comment est-ce qu'on arrive à faire exister, à faire que c'est quelque chose qui a un réel poids, une concurrentialité? Je pense que ce qu'on n'arrive pas à faire, nous, impacter, en tout cas, ce n'est pas notre mission, c'est de réussir à amener toutes les parties prenantes autour de la table. Nous, on est un collectif, une association professionnelle, donc on regroupe des entreprises et on représente leur voix auprès de régulateurs et des instances publiques. On a essayé avec des ateliers de sensibilisation d'ouvrir la possibilité de poser les questions, mais je pense qu'il y a encore la place pour des collectifs, il y a encore la place pour des acteurs qui souhaitent fédérer justement les parties prenantes avec des entreprises, des pouvoirs publics et des associations des citoyens pour travailler sur ces questions. Je vais compléter avec un premier exemple, c'est que dans le cadre de ces dialogues, on échangeait sur l'IA générative et sur l'impact que ça sur l'environnement. Et moi, j'avais tendance à dire, c'est vrai que quand vous regardez les premiers travaux de mesure de l'IA, sur l'environnement de l'IA générative, c'était à tel endroit, donc il faut regarder toute la chaîne. Et un énergéticien dans l'Assemblée, dans l'échange, disait, non, il n'y a pas que ça, parce que l'IA peut également servir à optimiser la production, les consommations, les flux entre des stockages, etc. Donc je crois que
c'est cette intelligence collective que tu évoques, et elle peut se traduire dans votre famille, dans votre entreprise, dans des fédérations d'entreprises. Pourquoi ? Parce que l'AI Act vient d'être adopté, sauf que c'est un texte juridique. Mais donc comment déjà il va falloir le traduire en langage compréhensible par des data scientists, par toute la personne dans l'entreprise. Donc ça veut dire que comment au sein de l'entreprise on crée un groupe transverse avec différents acteurs et pas uniquement bon moi je suis conformité donc c'est moi la police et ou bien non bah non moi je suis le technique c'est moi le sachant. Et on voit bien que l'IA est l'occasion d'emmener plus les métiers ensemble, la transdisciplinarité au cœur des débats. Et on pense avec Impact AI que c'est une occasion excellente d'accélérer certains changements vers l'inclusivité, vers beaucoup de sujets qui ont peut-être stagné ces derniers temps. Et ouais, pour rebondir sur le terme d'armes égales, en fait, on n'a peut-être pas forcément envie d'être à armes égales avec eux, puisqu'en fait, leur approche, c'est une approche techno-militaire en fait, du numérique. Alors certes, effectivement, ça permet de déstabiliser des pays, etc. Enfin, ça a des contre-coups extrêmes, de la défiance généralisée. C'est extrêmement dur aujourd'hui pour des dirigeants politiques qui annoncent d'une part qu'ils vont développer des armes de déstabilisation et ensuite de s'adresser à leur population en disant « Ah non, mais en fait, on ne va pas les utiliser aussi sur vous ». Enfin, je veux dire, c'est une logique un petit peu autodestructrice. Donc vraiment, l'Europe peut aussi inventer de nouveaux imaginaires qui peuvent fédérer, alors les militaires diraient des forces morales de la nation en disant mais écoutez, nous on a choisi de peut-être pas faire de la déstabilisation, des fake news, etc. parce qu'on estime que c'est pas propre à nos valeurs et donc on va proposer un autre imaginaire technologique, l'imaginaire de la conquête spatiale par exemple, pour prendre celui qui est proposé par Musk, c'est nouveau, la privatisation de l'espace. Et donc on est tous là-dedans à se dire bon, on va faire comme SpaceX, etc. Non, nous on a proposé d'autres choses, des systèmes de participation, l'idée de dire que la propriété privée ne s'adressait pas sur l'espace. Enfin, voilà, il y a d'autres façons de faire, la collaboration, l'intelligence collective, voilà, plutôt que cette apparemment très cyberpunk en fait. Je pense qu'il faut voir l'IA comme une arme, vraiment. Une arme qui peut être utilisée aussi pour revoir le projet qu'on a de société, pour revoir l'importance de certaines valeurs, l'actualité, et utiliser ça comme opportunité justement pour créer du débat, pour créer de l'espace pour ce débat. C'est une vraie arme qu'on a aujourd'hui dans les mains. Et vous ramenez justement la question de l'IA sur la question du politique et Marin sur l'aspect aussi de défiance envers son gouvernement ou pas sur l'utilisation. On aime bien voir le numérique, alors ici quand on travaille dans des structures dédiées à ça, la chose en est différente, mais on aime bien voir le numérique comme quelque chose de très opaque, qu'on comprend mal pas, qui est très immatériel et tout ce qu'on veut. Et on peut voir dans certains cas que le politique vient tenter de se cacher parfois derrière l'opacité du numérique. On en parlait justement, Nicolas, sur la question par exemple de la CAF, qui a pu être un exemple justement qui a créé une forme de défiance. Alors là, on est sur de l'algorithmique, plus que vraiment sur de l'IA pure, si on peut dire ça. Mais donc, comment pensez-vous justement l'enjeu de cette interpénétration entre le politique et le numérique? Parce que ça reste quelque chose qui crée de la défiance au sein de la population, là où en plus, et on le voit nous tous les jours, on a des besoins de se former, de comprendre au sein des entreprises, au sein certainement des gouvernements. La première chose, c'est est-ce qu'il y a parfois une certaine forme de naïveté, que ce soit au niveau de l'Europe, et à tous les niveaux, que ce soit politique ou pas. Aujourd'hui, on parle des biais, en disant attention, il y a des biais, mais quel que soit ce que vous voulez faire, il y aura forcément un biais. Par exemple, si vous faites un crédit, est-ce que je veux optimiser mon taux de remboursement, et donc je peux exclure des personnes fragiles, des personnes handicapées, ou bien est-ce que je veux que tout le monde ait à peu près dans les mêmes populations, moins favorisées ou favorisées, le même taux d'acceptation. Mais on ne peut pas avoir quelque chose qui n'est pas biaisé. Et donc à partir du moment où vous faites de la politique, vous avez un objectif et vous serez forcément biaisé.
En revanche, c'est est-ce que vous avez conscience que vous l'êtes? Est-ce que votre choix est éclairé, quitte à le défendre, est-ce qu'il est partagé ou pas? Et donc pour moi, la question, c'est moins, parce que ce sera forcément biaisé, c'est lesquels on accepte, parce qu'il faut toujours, c'est un compromis, malheureusement. Enfin, je ne suis pas politicien, mais j'admire cette logique de, il faut faire des choix, les porter, voilà. Donc c'est cette logique de comment je suis conscient et comment je le partage, et je l'éclaire ou pas. Et donc la question, si je reviens sur la CAF, est-ce que ce choix a été éclairé? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans une autre administration qui a dit je veux faire ça parce que vous ne touchez pas à telle population et vous touchez à celle-là? Est-ce que ce choix a été éclairé ou pas? Je n'ai pas la réponse, je n'étais pas dedans et je ne veux pas critiquer. Mais voilà. Et je pense que ce que tu dis sur les biais assumés, c'est vraiment, ça revient à la responsabilité. Et sur l'exemple de la CAF, si je vais un peu à la racine du problème, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est le développeur? Est-ce que c'est le représentant de la CAF? Est-ce que c'est le project manager? C'est lui qui a décidé que l'algorithme doit être développé de telle manière pour tel objectif. Donc c'est une question de responsabilité, de transparence. Donc on a tous des biais, qu'on est les développeurs ou qu'on soit les dirigeants qui prennent les décisions, mais être transparent sur la manière dont on a conçu l'algorithme et pouvoir l'expliquer, ça c'est l'explicabilité, ce sont des pratiques que nous on promue avec Impact AI, et c'est des critères importants pour rassurer aussi les citoyens, leur donner confiance pour utiliser nos services. Quand on est une entreprise, on propose des services, il y a des pouvoirs publics on va être obligé d'utiliser certaines plateformes. Est-ce qu'on le veut ou pas? Est-ce qu'on a le choix ou pas? La question, je pense qu'il faut le poser avant et essayer d'être au moins transparent et auditable. On propose des audits assez souvent. Et avant de passer la parole les citoyens. À Marin, effectivement, on peut se poser la question, qui est responsable de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Fameuse question posée à Vivatech par Roxana. C'est le concepteur, c'est lui qui a fait le truc. Mais c'est aussi l'utilisateur. Donc demain, si nous utilisons de l'intelligence artificielle benoîtement, il ne faudra pas non plus pleurer si ça ne va pas. Donc il y a aussi notre responsabilité individuelle et collective par rapport à ça. J'aimerais rebondir dessus, mais Marin, d'abord un mot. Oui, juste, peut-être ça sera notre seul désaccord ce soir, Roxana, juste sur la question précédente, parce qu'on a une conversation qui est extrêmement riche et qui va vite. Sur la question de l'IA comme arme, moi plutôt, je pense que l'IA est un outil profondément ambivalent. Le concept d'arme, je vois très bien ce que tu illustres, mais enfin bon, une arme, qu'on se soit pour se défendre ou pour attaquer, en fait l'objectif final c'est quand même de la destruction, et donc à mon avis le terme d'arme induit systématiquement la destruction. Or les intelligences artificielles, on le voit par exemple dans le secteur de la santé, peuvent faire des choses absolument extraordinaires qui n'ont rien à voir avec la destruction. Pour répondre sur le politique et le numérique, oui, c'est la dialectique un petit peu un peu éculé quand on parle de la technologie, mais enfin du maître et de l'esclave. Et effectivement, le politique, du fait de ce qu'il développe, a encore plus de responsabilités. Alors la question de la responsabilité, et je sais que ce soir, certaines personnes dans la salle sont très sensibles aux questions de responsabilité juridique liées aux intelligences artificielles. Et donc effectivement, il y a un poids qui pèse sur les épaules du politique, et on le voit bien aujourd'hui dans un monde où on a de plus en plus une accélération. On attend du politique qu'il ait des réponses immédiates. Et c'est vrai que les nouvelles technologies sont un moyen. Je sais plus, il y a un livre qui s'appelait pour résoudre tous les problèmes du monde, appuyez sur ce bouton. Et les nouvelles technologies et les intelligences artificielles encore plus aujourd'hui sont vraiment une tendance qui pourrait à mon avis s'accentuer dans le futur. Donc il est très important que les citoyens et les politiques n'aient pas cette tendance technosolutionniste. À mon avis, il y a un exemple qui explique très très bien ça, c'est celui des algorithmes de police prédictive qui ont été développés dans les années 2000 aux États-Unis, et en fait c'était très intéressant. Alors beaucoup de technocritiques ont dit que c'était un moyen de contrôler les populations, que c'était ça le but premier. Mais en fait, non. Le but premier, c'était quoi? C'était de se dire il y a trop de bavures policières suite à des tensions
entre les quartiers. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle, elle va conditionner les policiers à, disons, se tenir sur leur garde dans certaines zones et dans d'autres, de se dire qu'il n'y a pas de danger, etc. Et donc, ça va réduire les risques de bavure. Et qui a appuyé ce déploiement des algorithmes de police prédictive? Les associations de défense des droits civiques qui pensaient que c'était une solution. Et là, ça soulève la question des données, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'intégralité de leurs données qui étaient elles-mêmes bourrées de biais, pour le coup, racistes et discriminants. Ils les ont mis et on s'est rendu compte de quoi? Qu'en fait, il y avait énormément de violence et que ça avait tendance à s'accroître. Donc voilà, ça montre bien comment une idée qui, sur le papier, peut être positive et appuyée par une diversité d'acteurs qui se rencontrent autour d'un point commun, celui de pacifier la société, peut devenir absolument un enfer et avoir des externalités négatives absolument exponentielles qui font encore aujourd'hui des dégâts. Juste avant de passer aux questions du public, j'aimerais revenir quand tu parles de la responsabilité des utilisateurs et aussi sur la question de l'interpénétration, donc dans les deux sens du numérique et du politique. J'aimerais juste avoir rapidement, pour terminer là-dessus, votre sentiment sur la dernière mise à jour d'Instagram qui, donc pour ceux qui ne le savent pas, qui limite les contenus politiques sur nos feeds, autres que ceux des comptes auxquels on a déjà souscrit. Donc, autrement dit, si vous êtes déjà dans une sphère, jamais vous n'en sortirez et vous n'entendrez pas des arguments autres que ceux qui vous sont déjà validés et que l'algorithme a captés. Et inversement, hein, donc ça peut... voilà. Donc là aussi, même pour les politiques, venir avoir accès à la population, c'est quand même un gros enjeu. C'est quelque chose qui peut se désactiver facilement, mais c'est quelque chose qui est automatiquement mis en place dans tous vos feeds. Voilà, c'est à savoir déjà pour ceux. Et donc, quel est votre sentiment là-dessus? Rappelez-vous la dernière fois que vous avez mis à jour les conditions de votre système d'exploitation sur votre smartphone. Les conditions générales de l'iPhone, ça en a fait une BD. Ça fait dizaines de pages. Combien parmi vous ont lu la dernière version? Et donc, combien vont prendre le temps de réfléchir à est-ce que j'ai envie de sortir de ma bulle ou pas? Nada. Il n'y a pas un rôle d'information justement à mener là-dessus? Oui, mais le rôle, c'est un peu typiquement, et pour moi, ça date pas d'hier, ça date de Facebook, qui dit tu es dans ta bulle, tu es une tendance à un moment donné un peu extrémiste, et tu vas rester là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en plus, humainement, on est excité par ça. Et pourquoi les médias, c'est les catastrophes et pas les bonnes nouvelles? Parce que humainement, on est attiré par ça. Donc c'est une drogue. Et donc pour moi, c'est pas d'aujourd'hui que ça date ce problème. Oui, c'est comme les biais, c'est juste l'exacerbation de tout ça. Moi, je dirais que c'est une démonstration claire d'un besoin évident de comprendre en quoi les algorithmes nous permettent ou pas d'avoir accès à l'information. Et ça devrait être inclus dans l'éducation de base en partant des âges. Alors je sais qu'on n'a pas le temps, je peux rebondir? Rapidement, parce que là, on excède bien. Donc Piaget avait fait l'éducation, pour rebondir sur ce que tu dis, en disant je suis gamin, je ne réfléchis pas beaucoup, puis je deviens un peu cortiqué. Donc, et pour prendre l'exemple de Kahneman, plutôt un système 1, et ensuite je deviens un système 2. Avec le problème des automatismes c'est plus facile, et humainement, si je veux vivre, je suis dans mes automatismes. Et finalement, il y a Houdet qui est arrivé derrière en disant oui, mais parce qu'il y avait un paradoxe entre Piaget et Kahneman. Il y a un troisième niveau dans notre cerveau. Et donc, comment on prend un peu de hauteur pour justement faire la barre des choses entre à quel moment j'ai intérêt dans mon système automatique, à quel moment j'ai intérêt dans mon système plus attentif. Et typiquement, par rapport à Instagram, ou n'importe quel autre, j'ai rien contre Instagram, comment je trouve des moments de pause pour me dire, là, est-ce que j'ai intérêt ou pas à réfléchir et à prendre un choix éclairé ou pas? Oui, on sait qu'il y a plusieurs âges des algorithmes, comme il y a eu plusieurs âges des IA, avec effectivement des moyens de mettre en avant les contenus. Effectivement, là,
il semblerait qu'on ait une volonté de faire disparaître le politique, peut-être parce qu'ils se rendent compte que ça ne produit pas les effets escomptés. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment ces outils, qui sont en réalité intrinsèquement politiques, quand vous écoutez les créateurs des nouvelles technologies, ils disent tous quelque chose et ils sont sincères pour la plupart, c'est de dire en fait les nouvelles technologies améliorent le monde. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, c'était l'idée d'avoir une agora populaire, la démocratie directe, etc. Et tous ces concepts-là. Et donc, plus qu'une disparition du politique, au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas là un projet politique de faire disparaître d'une certaine façon la politique? Voilà, vous avez 4 heures, c'est le sujet de philosophie. Merci. Donc maintenant, je sais, le premier, c'est toujours le plus difficile. Est-ce qu'il y aurait des mains qui se lèvent, des interrogations? Parfait, j'arrive juste après. Bonsoir. J'ai entendu un peu sur tout récemment là, dans la discussion politique par rapport aux réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, il y a un événement très politique qui est en train de se produire en Indo-Pacifique. C'est-à-dire que la Chine a entamé un exercice militaire autour de Taïwan. Vous avez mentionné les métaux rares en Afrique, parlé de destinée numérique. Aujourd'hui, il y a Taïwan qui a sorti une information qui mentionne qu'ils ont anticipé de pouvoir faire sauter les sites de TSMC au cas où la Chine attaque. Je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant. Oui, parce que de mémoire, ASML, donc les Hollandais, ont dit également qu'ils étaient capables de désactiver à distance leur système de création, enfin de microgravure, enfin photogravure, je ne sais plus exactement, sur place. Donc effectivement, comment il y a ce piège, comment on évite ce piège de Thucydide pour qu'à la fin, Biden ou un autre président, Xi Jinping, se disent il vaut mieux ne pas toucher parce que sinon on casse tout et ça sera ni bon pour moi, et par rapport à ce que tu disais sur les systèmes politiques, ni bon pour mon système politique, ni pour l'autre. Donc comment on évite cette destruction mutuellement avec le problème que de l'autre côté sur les Russes, donc je vous invite d'ailleurs à lire les articles du Grand Continent sur la fracture de Taïwan, dit moi je commence à faire des exercices thermonucléaires de bas niveau pour vous faire peur. Donc tu es à ses côtés du chat et de la souris, mais qui peut être dérapé, quoi. Je n'ai pas la réponse. Mais... Et moi non plus, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est un enjeu fondamental. Enfin, c'est vraiment, on est le retour dans l'équipe de la terreur. Hein. Ce qu'on connaissait vraiment pendant la guerre froide, c'est quoi l'équipe de la terreur? C'est l'idée qu'on a suffisamment de stocks d'armes nucléaires. Donc si vous l'utilisez contre nous, de toutes les manières, on l'utilisera aussi contre vous. Et en fait, in fine, il n'y aura plus personne. Et Albert Einstein disait, je ne sais pas de quoi, avec quelles armes seront faites, sera faite la Troisième Guerre mondiale. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que la Quatrième Guerre se fera avec des pierres et des bâtons. Donc il y a vraiment cette idée-là. Sur l'enjeu de Taïwan, et à mon avis, ce qui révèle, c'est qu'effectivement, il y a cet enjeu fondamental sur les puces qui permettent... Alors, en fait, Taïwan, c'est quoi? C'est vraiment l'idée d'en fait, il y a ce système de gravure extrêmement fine qui permet de faire fonctionner les data centers qui sont essentiels pour les intelligences artificielles, entre autres. Et donc, on voit bien que le numérique devient un décalque des tensions géopolitiques. Et là, pour faire de la prospective, on ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Mais si on devait finir sur une note un petit peu anxieuse, réinvestissez dans les DVD et prenez soin de votre téléphone portable parce que ça va potentiellement prendre beaucoup de valeur. Merci beaucoup pour ce banquet platonique autour de la thématique de l'intelligence artificielle. J'ai plutôt une réflexion, une question contemplative, parce que je suis assez optimiste envers la technocratie qui se met en place actuellement, à mon sens. Je trouve que l'Internet, c'est surtout... Voilà, vous avez évoqué la notion d'arme vis-à-vis le IA, et je trouve que justement c'est un magnifique outil. Et justement en utilisation, parce que ça sera inévitablement introduit d'une manière comme l'Internet est devenu quelque chose comme l'eau potable pour la connexion dans un nouveau bâtiment. Est-ce qu'on aura un avenir plutôt socratique, où ça sera plutôt le fait de pouvoir poser les bonnes questions, et au lieu de dire d'une manière avec l'impératif « dit Siri », peut-être dire plutôt « que sais-je Siri ». Est-ce que ça serait plutôt autour de ce questionnement qu'on pourra
poser dans les échanges que vous pouvez faire déjà désormais aujourd'hui avec le chat GPT? Est-ce qu'il y aura peut-être un avenir plutôt socratique? Donc c'est ma question contemplative. Merci. Je réponds en premier parce que c'est vrai que j'ai employé le terme arme en termes de puissance et peut-être c'était pas le bon terme, mais je pense que c'est un vrai outil aussi pour reformuler notre vision d'un futur et de ce que c'est l'impact qu'on souhaite avoir en tant qu'humanité, que ce soit en France ou en Europe. Ça nous permet aussi de débattre tout ça. Et comme toi, je trouve que toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui autour des usages et même la question de Her et l'identité numérique, ce que ça veut dire de prouver dans un procès que c'est ta voix, l'importance de ce que c'est l'identité numérique aujourd'hui. Je trouve que ça nous amène plus proche de cette société socratique où on débattait, on avait l'agora et on apprenait en faisant, en ayant des échanges et en ayant des vraies heures de rhétorique ensemble. Pour rebondir, nous avons la chance, et c'est pour moi un luxe, par exemple pour faire ce livre, ce collectif, d'avoir pu débattre librement, avoir des désaccords féconds, pour reprendre le terme de Thierry, pour ça. Et je crois qu'on n'est pas toujours, et moi le premier, conscient de cette richesse, de ce luxe par rapport à d'autres. Et pour ça, je reviens quand même, et pour moi, ça reste une arme. Pourquoi ? Parce qu'on est en guerre, et que si on veut avoir la chance de continuer à dialoguer, y compris avec les prompts et avec l'intelligence artificielle, en posant des questions, il faut se battre. Ouais, juste pour rebondir sur la question du dialogue avec les intelligences artificielles, etc. Les intelligences artificielles, en fait, c'est quoi ? C'est des algorithmes qui permettent de faire des calculs statistiques absolument surpuissants et qui produisent ce qu'on pourrait penser être de la créativité intellectuelle, mais qui en réalité est le fruit d'un process mathématique extrêmement puissant, extrêmement détaillé, mais qui... Ça, c'est pas de l'intelligence humaine. Je pense que voilà, on revient à ce système fondamental. L'intelligence humaine, c'est quoi ? C'est de la bifurcation, c'est des affects, c'est des émotions. C'est aussi un socle d'éducation. On a beaucoup parlé de formation, mais il y a aussi l'éducation, l'importance des arts, l'importance de savoir de la créativité, à tout ça, toutes ces choses-là qu'on a tendance aujourd'hui à la notion de l'éducation, la bascule de l'éducation à la formation aussi, à mon avis, importante. Et voilà, ne pas oublier qu'il y a des socles fondamentaux à toujours conserver et que au fond, ces challenges intellectuels qu'on peut avoir avec des intelligences artificielles ne sont que des phases d'entraînement en fait, intellectuel. Et excusez-moi, pour rebondir sur le dialogue socratique, si vous voulez avoir des réponses utiles, pratiques, efficaces, pertinentes avec l'IA générative, c'est en posant des bonnes questions, en voyant ce qui vous répond, il ou elle, ou it, je ne sais pas comment l'appeler, pour éviter l'anthropomorphisme. Et c'est dans ce dialogue que vous allez construire des choses ensemble, nourrir votre créativité. Ce n'est pas la machine qui va être créative, puisqu'en plus, il y a un magma et a tendance à recracher la moyenne et pas des aspérités. Donc, vous pouvez le nourrir aussi bien ensemble, entre humains, avec la machine. Et en plus, vous avez un article de The Economist cette semaine, la semaine dernière. C'est en mettant différentes intelligences génératives ensemble qu'elles sont encore plus performantes. Donc, c'est vraiment ce dialogue, qu'il soit socratique ou pas, qui permettra d'utiliser cette arme à bon escient. Et si je peux me permettre, sur l'aspect plus philosophique peut-être de votre question, c'est assez fascinant quand on se plonge dans ces questions, de voir à quel point ça nous remet dans des questions existentielles. Comment habiter ? Les questions de l'être, tout ça qui ont été posées par Socrate, comme vous l'abordez là. Et donc il y a quelque chose peut-être aussi de très enthousiasmant, où on reprend ces questions millénaires et antiques, et on se les repose aujourd'hui, entre autres si on va en faisant un pas vers le futur, mais sur des histoires de métaverse ou des choses comme ça, l'exister, l'ancrage à la Terre, des choses comme ça. Donc ça nous les repose, avec, je trouve, une contemporanéité
ouais, encore une fois enthousiasmante. Donc oui, il est de retour. Il est de retour, ce débat-là, déjà. Est-ce que je peux revenir sur la question précédente, parce que ça me fait penser à autre chose depuis celle-là. J'ai 3 filles, et un jour, mon aîné vient me voir et dit « Papa, j'ai peur ». Enfin, je veux dire, quand ma fille me dit « j'ai peur », moi aussi, je dois commencer à avoir peur. Il dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Oui, l'environnement, la planète, qu'est-ce qui va changer? Et donc, je lui dis, tu sais, quand j'avais ton âge, moi, c'était la bombe nucléaire. La planète, bon. Je me rappelle que mon père qui discutait avec un journaliste, parce qu'à un moment donné, il voulait être dans une élection municipale. Bon, il ne l'a pas eu, et puis donc c'est pas grave. Mais il montrait les journalistes, regardez, il y a déjà de la pollution dans le jardin, sur les feuilles. Donc je pense que cette conscience écologique, elle ne date pas d'hier, mais même si elle est passée à d'autres. Mais tout ça pour vous dire que la question, c'est ok, c'est bien d'avoir peur, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on agit pour faire changer les choses dans le bon sens? Juste une précision qui est à mon avis fondamentale, parce qu'elle est assez révélatrice de l'enjeu auquel on fait face, cette question, parce qu'en fait on est en train, en disant oui, mais vous savez, c'est pas de la créativité, c'est pas de l'intelligence, etc., etc., mais il y a toujours un truc qui commence à se greffer, que c'est un peu le doute, quoi. C'est ça, que c'est vraiment confondant. Donc à mon avis, c'est ça qui est fondamental, c'est cette expérience à tous les âges de la vie de la rencontre avec l'altérité, la rencontre avec l'art, l'idée de reprendre en main les choses, de penser, etc., pour s'armer intellectuellement. Et là, pour le coup, il faut vraiment s'armer intellectuellement pour ne jamais basculer dans une sorte de rapport quasi religieux à la machine et de croyance. Et là, pour le coup, on sait très bien que ça va arriver. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans des sociétés aujourd'hui qui sont des sociétés qui sont très fragmentées, avec des gens qui sont fragiles, et ça peut nous arriver à tous, où effectivement, on n'est pas à l'abri un jour de regarder l'intelligence artificielle et de se dire, au fond, est-ce que ça serait pas tomber amoureux, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont... On est tous à des échelles différentes. On a tous des accidents de vie qui peuvent générer ça et des fragilités. Donc, se confronter à l'éducation à tous les moments de la vie. Oui, c'est juste, je voulais faire 3 points. Alors c'est plus, c'est pas des questions, parce qu'on a travaillé ensemble, donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Le premier point, c'est, comme disait Marin, j'étais très ami avec Bernard Stiegler et je suis très ami avec Dominique Cardon, qui est un grand sociologue. Et on avait trouvé une phrase qui était de dire « La technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre ». Elle est toujours en relation avec un système socio-économique et culturel existant. Donc ça veut dire que la question de la politique, au sens noble, elle doit avoir la primauté. On ne doit pas laisser des acteurs privés, porteurs en plus d'idéologie, devenir plus forts que des nations. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, l'Europe a un rôle à jouer là-dessus, la reprise en main de la question politique au sens noble du terme. Le deuxième point, c'est sur la question de l'arme et de la défense. Il ne faut pas être naïf. Je veux dire, la guerre économique, c'est déjà une guerre, mais la guerre réelle, elle n'est pas si loin que ça de nous, comme disait Nicolas tout à l'heure. Donc, quelque part, se mettre en condition au niveau européen, le premier des droits humains, c'est la défense de ces populations. Donc, se mettre en condition de travailler à une logique de défense avec les militaires, robotique et l'IA, il ne faut pas oublier ça, parce qu'aujourd'hui, nos démocraties, elles sont en risque. Et puis, le troisième point, c'est pour revenir sur tout ce qui a été dit. Moi, je crois qu'il y a 4 piliers qui sont très, très importants. Le premier, c'est l'acculturation, mais dès le plus jeune âge. C'est pas apprendre à coder, c'est savoir décoder, comprendre les enjeux. Le deuxième point, c'est qu'il faut se former. Mais se former en relation avec nos métiers, avec ce qu'on est, avec notre ADN. C'est pas la même chose de se former quand on est, je sais pas, quelqu'un qui fait une intervention technique chez un opérateur télécom, ou si c'est un notaire, un avocat, etc. Mais il faut toujours garder la main sur la machine. Et se former, c'est pas 2 heures. Se former, c'est 30, 40, 50 heures. Et pour autant, ça va super vite. Donc ensuite, il faut faire, c'est ce qu'il disait, mettre les mains dans le cambouis, faire, apprendre en faisant. Et ça suffit pas encore. Le 4e point, c'est que ça va tellement vite qu'il faut créer des réseaux d'entraide. Et les réseaux d'entraide, c'est de la relation avec des gens, c'est le retour à l'humain. Et donc, quelque part, pour revenir à votre question, là, on rentre dans la question socratique. Voilà.
On parle de démocratie. À Singapour, le Premier ministre vient de dire qu'il mettait plusieurs milliards pour aider et former les adultes dans les entreprises. Son ministre de l'Éducation est arrivé derrière en disant qu'il allait former le grand public à ses usages, à ses outils, et on est bien dans cette problématique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ça soit si compliqué en France ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et j'ai bien aimé que tu reparles de l'identité, parce que moi j'ai quand même une question. Il y a 20 ans en arrière, quand on a commencé à faire nos déclarations d'impôts, on nous demandait d'avoir une identité numérique, et aujourd'hui, mes enfants n'en ont toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser des outils de cette puissance sans savoir qui est qui fait quoi, et continuer de se dire que ça va bien se passer ? Et donc il y a une vraie question en fait, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir industrialiser l'acquisition de la compétence dès le plus jeune âge pour que enfin on soit prêt à réagir à cette technologie. Vous avez déjà un panthéon pour ça, hein, vous commencez. Juste pour essayer qu'il y ait encore une ou deux autres questions, si on peut essayer de faire ça de façon complète mais rapide. Alors, j'ai pas de réponse synthétique à la question. Il va falloir essayer. Non, mais c'est pas parce que là, en Slovénie, ça marche. En France, c'est plus compliqué, me semble-t-il, mais on l'a bien vu. Quels que soient les systèmes, on a la chance d'avoir un système très protecteur, pas forcément évident à bouger, mais c'est toujours des questions de transformation. Et j'ai le sentiment que... Alors, vous allez dire que je reviens sur la question de la responsabilité, non pas individuelle en tant que tout seul, mais avec des gens ensemble qui ont envie de faire bouger les choses et d'y aller. N'attendons pas un chèque magique de l'État, surtout qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. C'est comment on trouve le bon équilibre, et je pense que ça passe aussi par, je vais commencer par moi, ma responsabilité individuelle. Pour tout vous dire, je n'ai jamais fait de politique, et pourquoi j'ai rejoint cette équipe, à l'invitation de Thierry, c'est parce que je trouvais que c'était le bon moment avec les élections européennes et avec les enjeux de défense de la liberté d'y aller. Et c'est vraiment mon choix personnel. Et il n'y a rien de super. J'aurais pu me bouger avant. Je me suis occupé d'autres choses. Mais tout ça pour dire, je pense qu'on est collectivement, on a le pouvoir de faire bouger les choses, mais c'est aussi un peu à chacun, pas de tous, mais d'entre nous, d'y aller. Désolé pour la longueur de la réponse. C'est parfait. Marin ? Non, Roxana ? Oui, pour compléter ce que Nicolas a dit, effectivement, on a un devoir personnel de s'armer intellectuellement. On est dans un vocabulaire très militaire quand même, décidément ce soir, ce qui en dit long sur l'épaule dans laquelle on est. Mais il y a aussi la question de la technostructure à laquelle on fait face. Effectivement, par exemple, les réseaux sociaux, on est quand même dans des silos numériques, etc. Et on a beaucoup parlé de régulation ce soir, mais je pense aussi qu'il serait aussi bon de réactiver la question des droits fondamentaux. Moi, je suis un ancien, comme tu l'as dit, publiciste, et la question des hiérarchies des normes de Kelsen, avec ses idéaux, quand même, ce bloc de constitutionnalité, ou ces chartes des droits fondamentaux à l'échelon européen sont extrêmement fondamentaux pour aider les citoyens, quand même, et influencer ces outils technologiques dans lesquels on est quand même très, très guidé, en fait, orienté. Donc vraiment, on ne doit pas oublier l'importance du droit aussi là-dedans. Je voulais remercier Thierry pour ses réflexions que je partage totalement. Et pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que le problème aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de responsabilité de chacun, de former les gens dans les entreprises, mais est-ce que la destinée numérique, la question qu'on doit se poser, est-ce que ce n'est pas aussi la numérisation de l'État ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les personnes qui nous gouvernent, alors qu'en effet, il y a une grande synchronicité entre le politique et le numérique, l'ère du numérique, on n'y échappera pas. Mais aujourd'hui, est-ce que nos responsables sont suffisamment formés ? On n'a pas de ministère du numérique. On a une grande lourdeur administrative en France. Alors heureusement qu'il existe des gens comme Jean-Michel Blanquer qui portent l'éducation haut et fort, des gens comme vous aussi, le wagon, qui pensez à former les gens.
notamment les seniors, les gens en reconversion. Mais est-ce que déjà, il ne faudrait pas prendre le problème par le haut, quand on voit l'état de notre service public? Une réflexion. Alors, j'ai essayé. Aux États-Unis, les sénateurs se sont dit on n'y comprend rien au numérique. Et donc, ils ont fait, en réunion fermée, intervenir des spécialistes. J'ai eu la chance de participer, juste en spectateur, à une séance au Sénat sur l'intelligence artificielle où des sachants venaient présenter à des politiques. Donc, je trouve que même si ça prend du temps, il y a une viscosité entre les promesses d'Internet d'il y a 30 ans et ce que ça a changé aujourd'hui. Ça met beaucoup de temps. Mais il y a quand même les impôts, c'est de plus en plus facile. Je trouve que l'État, pas forcément... quand je dis l'État, c'est un machin, mais il y a quand même des initiatives de numérisation de l'État qui vont plus vite que dans pas mal de boîtes. Donc, tout ça pour dire que je vous donne mon point de vue personnel et en tant qu'utilisateur de ce que je vois, même si l'espace numérique de santé, personne n'y va, etc. Et il y a aussi une question, à quoi ça sert et comment je vais, comment j'accompagne cette adoption. Je vais prendre l'exemple des navettes automatisées. Elles passent, mais si vous n'indiquez pas aux gens au bord de la route ou les habitants du coin de monter dedans, ils vont dire c'est pas pour moi ça. En revanche, si on les accompagne, au bout d'un moment, ils disent tiens, c'est pas mal. Donc il y a aussi cet enjeu, ok. J'ai ma belle-mère, on l'aide pour ces sujets-là. Donc comment on accompagne des personnes qui sont potentiellement capables de le faire, mais qui ne l'ont pas. Donc je pense qu'il n'y a pas que la solution technologique proposée par l'État, il y a aussi comment on accompagne les personnes, quelles qu'elles soient, à utiliser à bon escient ces éléments-là, et comment les politiques prennent la main et disent tiens, moi aussi, il faut que je me forme sur ces sujets-là. Dernière question. Et puis... Juste apporter une nuance à ce qui vient d'être dit, parce que ça sera peut-être le point de désaccord entre nous. Effectivement, l'État français doit acter les défis auxquels il est confronté, que ce soit sur le plan environnemental, technologique et autres. Néanmoins, la numérisation de l'État, ce terme-là me dérange un peu. Oui, l'État doit développer des solutions numériques, mais l'idée, qui est sous-entendue, et je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, d'idée de numérisation de l'État, c'est pas à l'État de se plier aux exigences d'acteurs privés ou une nouvelle innovation technologique. D'ailleurs, cette notion d'importance de la technologie dans la politique, elle est assez nouvelle. Donc, il ne faut pas oublier que l'État, et notamment les États européens, c'est des socles de valeurs, c'est des symboles matériels, des institutions, des cadres, des coutumes, des règles, des textes de loi, etc., il serait bon de sanctuariser et de dire c'est éternel, et y compris même face à des révolutions aussi importantes que celle du numérique. Alors, et je me suis posé la question, pourquoi on n'utilise pas justement la data, la technologie, l'IA, pour avoir vraiment des smart cities? C'est horrible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un taxi, il y avait des milliers de personnes, je pense que c'était des milliers, dans le métro. C'était horrible. Et je me suis dit, tu sors d'un salon technologique et on n'est pas capable d'utiliser la technologie à bon escient pour moderniser la cité. C'est un gros problème quand même. C'est un problème. Donc il faut que ça soit pris en main, il faut que ça soit compris, il faut que ça soit gouverné, il faut qu'on s'en empare. À un moment donné, il faut agir, pas uniquement parler. Alors là, juste pour rebondir, parce que là, pour le coup, c'est le sujet d'une thèse que j'ai longtemps voulu porter. Effectivement, c'est assez révélateur de ce qui joue. En fait, c'est le terme de gouvernementalité algorithmique, vraiment, qui est là révélateur, et qui en fait est hérité de la cybernétique. Et effectivement, c'est l'enjeu de savoir si, effectivement, dans les sociétés numérisées d'aujourd'hui et de demain, l'humain n'est après tout qu'une donnée comme une autre. Effectivement, il y a une praticité immédiate à l'idée d'être dans une smart cities. Vous avez des véhicules autonomes, vous pouvez vous déplacer d'un point A à un point B, vous êtes
diriger, nudger. Néanmoins, il y a quand même des textes à valeur constitutionnelle qui existent, notamment le principe d'autodétermination. Et là vient la question centrale de savoir encore jusqu'où on a la main. Donc, la maîtrise de notre destinée numérique, si ça passe aussi, et je sais bien que c'est beaucoup plus complexe que ce que vous entendez, ce que je dis, hein, je grossis le trait. Si ça passe par le numérique qui nous maîtrise, à mon avis, c'est un cercle, à mon avis, qui n'est pas forcément positif. Mais effectivement, c'est un grand défi, et je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, et c'est un enjeu fondamental. Et c'est un enjeu européen sur le numérique, et parce que typiquement, la Commission européenne a tendance, on l'a vu sur les parties agricoles, sur récemment Financial Data Access, une logique ultra-libérale à potentiellement écouter ou pas les autres acteurs et aller dans un sens. Donc je pense que c'est comment on tire parti de l'ensemble des acteurs et au niveau européen, parce que les réglementations vont descendre de là-bas. Tout d'abord, merci pour cet échange. Au démarrage d'échanges ou de débats comme celui-ci, on entend pratiquement toujours parler de l'absolue nécessité de sens critique. Et puis très vite on passe à d'autres choses et ensuite on entend la nécessité absolue de défendre la démocratie, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Je veux dire, on a la liberté d'en parler, c'est pas comme en Russie ou comme en Chine ou comme d'autres endroits, mais je me pose toujours la question de savoir pourquoi on ne met pas la barre un petit peu plus haut et pourquoi on parle pas, ou assez rarement en fait, de ce que disait Popper et des sociétés ouvertes et de ce que peut-être maladroitement Soros a essayé de porter. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'aller un petit peu plus haut et d'être un peu plus courageux, je ne sais pas, intellectuellement ou moralement ou politiquement ou Ça t'inspire pas, Marin, ça, non? J'aime beaucoup votre question et merci de ce rafraîchissement, d'abord, honnêtement. Ça rejoint les imaginaires qu'évoquait Marin. Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin et vers quoi on a envie d'aller? Donc merci. Oui, je dirais qu'on est très peu ambitieux, qu'on n'a pas de grandes ambitions collectives, et c'est important qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on remet tout ça en route. Effectivement, on n'a pas de grandes ambitions, et juste pour revenir à ce qu'on disait plus tôt dans la conversation sur l'Afrique, est-ce que l'Afrique éventuellement aurait dû apprendre, effectivement, on a des visions par exemple technologiques actuellement et on ne s'interroge pas vraiment sur l'imaginaire qui est actuellement porté. Par exemple, on a une vision très extractiviste des nouvelles technologies, et donc effectivement cette ambition-là intellectuelle, elle passe aussi par des bifurcations. Concept là encore qui était cher à Bernard Stiegler, des bifurcations à condition qu'elles soient démocratiques et qu'on ne perde pas ça de vue. Mais effectivement, il y a de la place pour l'ambition démocratique. Mais sachant que, l'avoir développé son esprit critique, déjà pour moi, c'est sacrément ambitieux, y compris à titre personnel. Je pense que c'est le problème, parce qu'à titre personnel, on peut être très ambitieux et très concerné, et on veut beaucoup de choses pour nous-mêmes, pour chacun, pour soi, et très peu de choses pour l'ensemble, collectivement. Qu'est-ce qu'on veut? On m'entend ? Oui. Ok, bonjour. Alors, ma question est un petit peu plus centrée sur le numérique. Comme ça, d'accord, pardon. En fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est surtout au niveau de la France. On a eu, alors je vais dire un grand mot, mais quelques retards. Quand je dis retard numérique, c'est surtout pour cause de décision, par exemple. Je vais faire un tout petit historique, mais en France, on aurait pu avoir l'Internet avec Cyclades. Au final, ça a été favorisé avec Internet. On aurait pu vraiment utiliser beaucoup plus Internet en France. On a favorisé le Minitel. On avance un petit peu encore. On avait beaucoup une effervescence sur le cloud. Et pareil, c'est des choses qui n'ont pas été beaucoup développées en France.
Et là, je reprends, parce que là, le sujet, on parle d'IA. Enfin, moi, je dirais plus des automates améliorés. Les IA, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Enfin, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, par exemple, depuis longtemps. Ce n'est pas, enfin, c'est peut-être aussi c'est quelque chose qu'on devrait enlever de l'imaginaire des personnes, c'est de faire comprendre que c'est un code, c'est écrit par un être humain. Ça ne va pas être un Terminator, et on ne peut pas vraiment dire que c'est une intelligence, parce qu'elle ne va pas prendre de décision. C'est l'humain qui prend la décision, c'est l'humain qui va par exemple le museler ou qui va l'améliorer. Et comment dire, maintenant c'est un sujet très trendy, mais juste avant on avait par exemple, là c'est mon secteur, les technologies blockchain. On a encore par exemple de très grosses incompréhensions même au niveau de la population qui n'arrive pas à dissocier Bitcoin, qui est par exemple crypto-monnaie ou un crypto-actif, on dirait en France. Donc c'est un cas d'usage de la blockchain. La blockchain existe depuis longtemps. IBM déjà l'utilisait, par exemple dans de la logistique. Et c'est peut-être un des problèmes aussi, c'est de mieux éduquer. Et en même temps, on a aussi des restrictions, ou peut-être, je ne sais pas si des ralentissements, mais par exemple en Europe, on veut très vite régulariser avant même de pouvoir mettre en avant peut-être les cas d'usage, peut-être je me trompe en disant ça, mais voilà, de vraiment favoriser en fait ces technologies, de vraiment pousser à ce qu'il y ait des cas d'usage. Et pour juste en toute dernière chose, peut-être par exemple, on parle du continent africain, je sais par exemple que on a 2 antibiotiques, je vais prendre 2 pays au hasard. Au Maroc, on a par exemple interdit l'utilisation des cryptos et de surcroît un petit peu tout ce qui va être un peu blockchain, malheureusement, donc ils s'empêchent ce développement-là. Alors qu'à contrario, en fait, au Nigeria, on a une très grande utilisation et ils utilisent beaucoup leur téléphone. Donc déjà, ils ont des cas d'utilisation peut-être vraiment un peu différents de nous. On peut utiliser par exemple un ordinateur ou un téléphone. Eux, ils sont vraiment axés sur le téléphone dans leur utilisation d'Internet. Et peut-être que je reprends le fait que vous aviez dit que les Français sont très vite chassés du continent, mais je pense qu'un des avantages de la France, c'est déjà son côté éducatif, et c'est peut-être quelque chose qu'on doit vraiment pousser déjà au niveau de l'Afrique pour peut-être redorer un petit peu plus le blason. Et peut-être, si déjà nous, on arrive à vraiment dédiaboliser, enlever cet imaginaire de l'IA, de la blockchain, des arnaques, ce genre de choses, et de vraiment déjà nous concentrer, nous focuser sur ce genre de choses pour pouvoir vraiment leur apporter cette plus-value. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Ouais, merci pour cette intervention qui, à mon avis, concentre plutôt bien l'intégralité des débats qu'on a eu ce soir. Vous avez mentionné Internet et Cyclades. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? Et à mon avis, c'est fondamental et c'est très très important de bien le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? En fait, l'Europe et les États-Unis avaient le leadership dans le domaine des télécoms. Et avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, on a eu une vision très court-termiste qui s'est mise en application. Je reviens avant sur l'entrée de l'OMC. Les États-Unis, comment ils ont acquis leur leadership numérique ? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient challengés et ils ont inventé un concept qui a été développé par Al Gore, qui est celui d'autoroute de l'information. C'est très très important, cette idée de soft power, de communication, d'imaginaire. Nous, à l'époque, on avait des vocabulaires très très compliqués pour qualifier ce qu'on sentait si ça deviendrait Internet. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire construire un imaginaire. Autoroute de l'information, c'est très compliqué à définir, mais on voit bien à peu près ce que ça pourrait représenter. Donc c'est vraiment cette notion de montrer un imaginaire collectif. Cet imaginaire collectif, la puissance publique, et là aussi il faudrait revenir sur ce que font les États-Unis en termes d'économie. C'est aussi beaucoup une économie programmée au minimum. Et donc tout le monde se met d'accord, on se lance, on fixe un cap, et on y va, et on a un but et un objectif clair. On a une doctrine et on met des moyens et en adéquation avec cette doctrine. À mon avis, ce qui s'est passé en 2001, et ça pourrait nous apprendre beaucoup de choses sur notre vision du monde, c'est que l'Europe et les États-Unis ont délocalisé leur système de R&D en Chine. Pourquoi ? Parce que le temps d'un instant, en fait, on a pensé que les Chinois, ils étaient bons qu'à faire des tongs, et que la recherche et développement, et c'est vraiment très très important, vraiment, je pense que ça a beaucoup présidé au choix. C'est-à-dire qu'il y a une vision économique, mais il y a aussi un mépris pour les autres.
Et donc, on s'est retrouvé à faire de la R&D. Ce qui arrive aujourd'hui, où effectivement, on en revient avec ces enjeux fondamentaux, c'est-à-dire l'importance d'un imaginaire collectif qui ne peut être conditionné que par un socle d'éducation extrêmement fort. Il faut comprendre que l'imaginaire américain qui est aujourd'hui développé est un imaginaire cyberpunk qui prend ses origines dans les années 90. Enfin voilà, ce qu'on nous propose aussi et qu'on peut, nous, si on a un retour sur notre histoire philosophique, intellectuelle, littéraire, proposer d'autres choses. Le futur qui nous est proposé actuellement par des personnes comme Elon Musk, etc., il y a d'autres futurs possibles que celui-là. On a la chance en France d'avoir l'armée qui, en termes de prospective, est assez en pointe avec la Red Team. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'intérêt, c'est comment on se sert de la prospective, non pas juste de la science-fiction, mais pour créer des futurs désirables. Merci tous les trois. Après l'effort, le réconfort. Donc on va pousser ce canapé. On vous invite, si vous voulez, à aller de ce côté-là. On va comme ça libérer cet espace que vous puissiez tous discuter entre vous. Merci encore.